Salut, bienvenue à Ici London. L'accord du 31 décembre 2016 devrait en principe mettre un fin à la crise politique au Congo. 5 mois plus tard, nous connaissons déjà deux gouvernements, un séisme au sein de l'opposition. Kabila se voit requinqué et puis la Senko qui en principe n'a pas été présente lors de la signature de l'arrangement particulier convoqué par le chef de l'État, Joseph Kabila. Nous recevons encore aujourd'hui Patrick Djembe, chairman de Rebuild the Congo Group, analyste politique, juriste et pasteur. Il va analyser avec nous encore tous ces éléments politiques. Je rappelle bien, Patrick Djembe était notre invité. C'était une semaine avant la signature de l'accord de la Saint-Sylvestre. Il a fait des analyses politiques pertinentes et il revient avec nous encore 5 mois plus tard pour nous faire encore d'autres analyses. Salut Patrick. Salut Junior. Peut-on écarter la Senko de tous ces arrangements politiques dans la résolution de la crise politique actuelle? Bon, je crois que la Senko a montré ses limites, a montré aussi sa force. Parce que quand même, pendant plusieurs semaines, elle a pu conduire les négociations pour des raisons que certains connaissent, des raisons connues et même des raisons non avouables devant les médias. Ça veut dire, je l'ai expliqué la fois dernière, les intérêts que l'Église a au niveau du Congo. Mais quand on voit le poids sociologique de l'Église, le poids même historique, et sur le plan même en termes d'infrastructures d'éducation, par exemple, la plupart des leaders de la classe politique, même d'autres secteurs de la vie nationale, ont été formés par les catholiques. L'Église catholique a encore jusqu'à présent une bonne partie des Congolais qui croient en elle. Donc je pense que ça va être très difficile de les wipe out, de les effacer totalement. Par contre, d'ailleurs, je pense que comme près de 70%, peut-être j'exagère, mais je crois en tout cas que c'est la majorité, des groupes de la société civile ont d'une manière ou d'une autre des liens avec l'Église catholique. L'Église catholique peut se retrouver en train de jouer encore le rôle de leader de la société civile pour, sous une forme de troisième fois, imposer un changement. Et si pas un changement sur le plan politique, mais en tout cas influencer sur le devenir du Congo. Ce serait vraiment pas sage de les effacer dans des calculs politiques. Ils sont encore là. Mais on a aussi vu leurs limites. On a vu par exemple que devant la volonté du chef de l'État, quand le chef de l'État par exemple décide de ne pas nommer le Premier ministre du Rassemblement selon les accords, ils n'ont pas été capables de fléchir sa position. Donc on a vu que bon, ils ont une marge de manœuvre, mais ils ont fait preuve quand même de beaucoup de, je ne dirais pas faiblesse, mais ils ont montré qu'ils avaient des limites. Donc ils sont forts, mais avec des limites. On va parler du gouvernement plus tard, mais Kabila se nomme comme un acteur principal de la crise. Il est comme les solutionneurs des problèmes actuels. Est-ce qu'il a le pouvoir de convoquer la signature de l'arrangement particulier? Bon, je ne connais pas personnellement tous les in and out des textes qui ont été signés, ça veut dire de l'accord. Mais ce que j'ai compris, c'est que le président Joseph Kabila a réussi quelque chose que beaucoup pensaient qu'il n'allait pas réussir. Ça veut dire établir des ponts. C'est un peu comme un système de vase communicant qui lui permet d'avoir l'information en avance des plans et des stratégies de l'opposition. Ça l'a permis d'affaiblir l'opposition et d'imposer son schéma. Bon, c'est une guerre, c'est une bataille politique. Quand l'adversaire est faible, vous faites quoi? Vous profitez. Vous triomphez.
Mais sauf que ici, il doit comprendre que son opposition, ce n'est pas les opposants qu'il voit là. Son opposition, c'est le peuple. C'est le peuple affamé, c'est le peuple qui meurt au Kasaï à l'Est, c'est le peuple qui n'a pas d'avenir, ça veut dire les jeunes. C'est ce peuple-là qui s'oppose à lui. C'est ce peuple-là qui semble montrer, en tout cas, même si ils ont été trahis par les leaders de l'opposition, qu'il veut le changement. Et donc, c'est l'erreur qu'il peut commettre en n'identifiant pas bien son adversaire. Mais en ce qui concerne le rôle qu'il joue maintenant d'être un peu comme l'arbitre, le maître du jeu, je ne lui donnerai pas des qualités extraordinaires de grands meneurs de jeu, un peu comme Mobutu, non. Il n'en a pas de qualité. Bon, je ne le connais pas personnellement pour dire qu'il n'a pas de qualité. Je ne le connais pas personnellement. Je vois seulement tout ce qu'on publie sur lui dans les médias. Mais ce que je peux dire, c'est que ce n'est vraiment pas que le président Kabila est très fort. Non. Pour moi, c'est que l'opposition est trop faible. Et comme disait un journaliste étranger, votre opposition, l'opposition congolaise, est minable. Parce qu'elle a montré que devant des postes, devant des petites promesses, devant des morceaux de pain qui tombent de la table, et devant même des petites promesses garanties par rien, ils sont capables de tout vendre. Ils peuvent même vendre l'avenir du pays et même peut-être même leur propre destinée politique. Quand vous avez ces genres d'acteurs, quand vous avez ces genres d'opposants, mais vous allez toujours paraître comme un grand maestro de la scène politique. Donc, comme quelqu'un dirait, dans le royaume des aveugles, au royaume des aveugles, le borgne roi. Évidemment, quand on voit la tournée de chez Okitundu dans les capitales européennes et africaines, hein, et il était dernièrement, je crois, à Moscou, et récemment, il était à Libreville, et on voit déjà Kabila est en train de se requinquer. Hein, peut-être qu'il croit, ça c'est mon impression, il croit que, comme vous l'avez dit, sur le plan national, c'est comme si la solution a été peut-être trouvée de pouvoir convaincre la classe politique. Et maintenant, il faut convaincre l'étranger. Pensez-vous que le Congo est dans les schémas internationaux, vraiment actuellement? Oh, votre question, si vous me donnez le temps d'élaborer, il y a trop de sous-questions dans votre question. C'est vrai que depuis un certain temps, même ici au niveau de l'Occident, il y a deux formes de légitimité qui s'imposent maintenant. Vous avez la légitimité interne et la légitimité externe. Ça veut dire que quand vous avez par exemple gagné les élections, votre peuple vous a donné un mandat, ça vous donne une certaine légitimité intérieure, mais par les accords, les bonnes relations, la diplomatie, le lobbying et tout, vous pouvez avoir ou ne pas avoir le soutien extérieur. Maintenant, dans son cas, il est dans une formule où il se dit, pour moi je pense qu'il se trompe d'approche, mais lui se dit, ok, j'ai déjà un document signé par des opposants congolais. Parler des poids politiques des gens pour dire, ouais, ils n'ont pas le poids dans l'opposition, ça c'est un autre débat. Mais lui, il a un document du 31 décembre signé, où quand même il y a des sections qui lui sont avantageuses. Par exemple, le président reste au pouvoir jusqu'à l'élection, par exemple, il se disait l'élection présidentielle aura lieu d'ici la fin de décembre 2017. Ce qui, selon moi, n'est pas possible. Mais au moins, il y a un document qui dit clairement il est là jusqu'à fin décembre. Maintenant, dans le même document, on dit aussi qu'il doit donner le poste de Premier ministre au Rassemblement. Il a créé son jeu pour créer son rassemblement à lui et lui donner le pouvoir. Donc, selon lui, il a répondu à la problématique de la légitimité intérieure. Maintenant, comme vous avez bien dit, il se lance dans une opération de charme pour pouvoir se vendre sur le plan extérieur. Maintenant, les forces en présence, ça veut dire les forces qui l'affrontent ou qui l'a affronté intérieurement, ne sont pas les mêmes sur le plan extérieur. Sur le plan extérieur, vous avez la SADC, vous avez la CIRGL, l'Union africaine, et puis vous avez l'Union européenne et la Grande-Bretagne qui est en train de sortir de l'Union européenne, et vous avez l'Amérique qui a un grand mot à dire au Congo depuis les années 60-65. Donc, est-ce qu'au niveau africain, il a une marge de manœuvre? Je pense qu'il y a beaucoup de présidents africains qui se sont retrouvés dans le passé dans le même cas que lui, ou bien qui vont se retrouver bientôt dans le même cas que lui, et qui ont tout fait pour rester au pouvoir.
Et donc, je ne les vois pas en train de le combattre. Mais en même temps, je ne les vois pas aussi en train de les soutenir tout en sachant qu'une très grande partie de l'Occident veut que Kabila puisse partir, que le président Kabila puisse partir. Une très grande partie, en tout cas. Particulièrement les anglo-saxons, particulièrement tous ceux qui font des déclarations. Vous êtes journaliste, vous êtes peut-être mieux informé que moi. Donc, ça ne va pas être un exercice facile pour lui. Ça ne va vraiment pas être un exercice facile pour lui. C'est vrai que le président Donald Trump, au niveau des États-Unis, donne l'impression d'être un peu plus concentré sur des dossiers comme la Corée du Nord, la Russie et tout. Mais il y a toute une structure, une infrastructure au niveau des États-Unis pour s'assurer que la position américaine ne change pas. Ça veut dire que le président Kabila devra partir. On espère que ce sera après par les élections. Mais il y a quand même une position qui ne lui est pas favorable. Donc c'est un exercice qui va lui prendre beaucoup de temps, qui va lui prendre beaucoup d'argent, et je ne pense pas qu'il va gagner. Je ne pense pas, je ne suis pas Dieu, mais en faisant mon analyse de l'événement, je ne pense pas. Parce que sur le plan intérieur, même s'il a pu manipuler les opposants, il ne pourra pas manipuler tout le peuple. Comme disait le président américain, vous pouvez tromper une partie du peuple une partie du temps, vous ne pourrez pas tromper tout le peuple tout le temps. Tout le temps. Voilà. Donc, peut-être qu'il est en train de jouer un peu comme le feu président Guéhi Robert, le général Guéhi Robert a appelé le président Babo le boulanger, qui est en train de mettre tout le monde dans la farine, de rouler tout le monde dans la farine. Peut-être qu'il est devenu le boulanger congolais. Qui est le président de la RDC, qui est en train de rouler tout le monde et qui pense qu'il est en train de gagner. Il fallait voir son sourire quand il donnait son discours. Bon, il y avait un peu plus de confidence. Je me mettrai aussi à sa place, peut-être que je veux aussi avoir ce même sourire. Mais la réalité, c'est que par rapport à ce qui se passe sur le plan interne, par rapport à la population, la grogne sociale, par rapport au désenchantement, par rapport au fait que la majorité de la population ne le soutient pas, même s'il obtient l'appui des présidents africains, ça ne va pas être un exercice facile. Alpha Condé déjà l'a dit, hein, quand il a fait sa tournée dernièrement, il était en France, hein, il a dit clairement que l'accord de la Saint-Sylvestre devrait être appliqué. Et ce n'était pas le cas. Hein. Je pense que ça c'était juste après sa rencontre avec Félix Tshisekedi, quand il était à Conakry. Et je crois que ça rentre dans les cadres-là. Hein. Ce n'est pas tous les chefs de l'État africains qui sont derrière Kabila. Bon, est-ce que le président Alpha Condé, que je salue, ne soutient pas le président Kabila? Je ne pense pas que c'est comme ça qu'il faut voir ça. Il est président d'une institution, de l'Union africaine, président guinéen, et il doit s'exprimer en tant qu'Union africaine. Et en tant qu'Union africaine, ils avaient parrainé tout un accord au mois d'octobre avec Edem Kodjo. Et même selon les termes de cet accord, le président devait nommer un premier ministre de l'opposition. Bon, finalement, ils ont eu un autre accord le 31 décembre. Bon, est-ce que lui, il le soutient? Je ne pense pas. Je pense par contre que le président Alpha Condé est aussi dans un exercice personnel de montrer que c'est un homme d'une grande stature qui a pu résoudre un dossier très difficile qui était le dossier congolais. Personnellement, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Mais est-ce que c'est mauvais? Non. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, je ne pense pas. Avant de mettre clos à ces chapitres sur le plan diplomatie, des charmes, hein, comme vous l'avez dit, et Kabila a rencontré, disons, les gouvernements congolais, hein, quand même, a rencontré quand même une victoire. Il demandait depuis longtemps la réduction des forces des Nations Unies, la MONUSCO, et là, ils l'ont obtenu. Hein, et même la représentante des États-Unis aux Nations Unies l'a même précisé, souligné qu'elle souhaitait la réduction des forces des Nations Unies au Congo. Ça, c'est aussi une victoire au niveau international, hein, une grande victoire. Ouais, mon frère Junior, il faut quand même qu'on ne soit pas partial. Hein, il faut être impartial, vous êtes journaliste. La représentante des États-Unis auprès des Nations Unies, elle s'appelle Nikki Haley. Elle est normalement d'origine indienne. Donc elle connaît à peu près les réalités des pays du tiers-monde, bien qu'elle a grandi aux États-Unis. Elle a aussi dit que les États-Unis et les Nations Unies, par la MONUSCO, ne peuvent pas continuer à soutenir un gouvernement corrompu. Ça aussi, elle a dit. Donc, elle n'a pas seulement dit que bon, il fallait qu'on réduise. Ça, il faut quand même qu'on le dise. Deuxièmement, l'Amérique est dans une situation transitoire dans laquelle, par exemple, au niveau du département d'État, ce que je dis n'est pas une révélation, tout le monde le sait, on n'a pas encore nommé
le représentant pour l'Afrique, le directeur section Afrique, qu'on appelle là-bas Assistant Secretary to the State Department in charge of Africa, en charge de l'Afrique. Et donc, comme il n'y a pas encore une personne qui a été nommée pour ce rôle, cette dame est en train par son action, par ses positions, de chercher à combler ce vacuum, à combler ce vide, en se disant, OK, le président est dans une philosophie isolationniste, dans laquelle on est dans le spending cut, ça veut dire on réduit les dépenses, et que, bon, la contribution américaine est quand même pas négligeable au niveau de la MONUSCO. Elle trouve que si je peux obtenir quelque chose aux Nations Unies qui montre qu'on va dépenser moins, ben mon président sera content. Il faut aussi voir ça sous un angle de politique intérieure américaine, dans une situation où on n'a pas encore un responsable Afrique au niveau du département d'État. C'est comme ça qu'il faudra voir ça aussi. Mais ne pas aussi oublier qu'elle a été très sévère envers le gouvernement congolais. Je peux même dire plus sévère que ses prédécesseurs. Parlons du gouvernement Tshibala. Il a été nommé. Jusque-là, il n'a pas encore formé son gouvernement. Je pense qu'il est en consultation. On voit déjà les séismes politiques au sein du rassemblement. Est-ce que Tshibala aura toutes les manœuvres possibles de pouvoir ramener les pays aux élections? Bon, le problème, c'est pas lui. Je pense pas que... Parce qu'avant lui, il y avait un autre. Il y avait Sami Badibanga, il y avait Matata Ponyo. Donc le problème, c'est pas le Premier ministre qui a le pouvoir d'emmener les gens aux élections. Selon la formule du Congo, c'est la CENI. Est-ce que lui, il a le contrôle sur la CENI? La CENI est censée être indépendante. Donc, ce serait mal posé la problématique. La problématique, elle viendra peut-être en termes de financement. Est-ce que le gouvernement Tshibala aura suffisamment d'argent à donner à la CENI? Tout va dépendre de comment le gouvernement va gérer économiquement. Et il faudra que le gouvernement fasse preuve de beaucoup d'ingéniosité pour pouvoir créer des recettes et mettre l'argent nécessaire pour les élections. Mais après qu'on ait même trouvé cet argent-là, il faut qu'il y ait une volonté d'aller aux élections. Je pense que la grande question, c'est est-ce qu'on veut aller aux élections? Peut-être oui, peut-être non. Ce que moi je peux dire en observant, c'est que bon, le président Kabila est en train de bien appliquer cette pensée du feu président El Hadji Omar Bongo, d'heureuse mémoire, paix à son âme, qui a dit il faut être bête en Afrique pour organiser les élections pour les perdre. En d'autres termes, en tant que président africain, la règle est vous organisez les élections quand vous êtes sûr que vous allez les gagner. D'ailleurs, il a dit lui-même qu'il allait amener sa majorité présidentielle aux élections et ils allaient... Oui, il a dit ça, le président Kabila a dit ça dans le passé, où il disait que je vous emmènerai aux élections et n'ayez pas peur, on va gagner. Donc, si maintenant il veut vraiment les élections, parce qu'il a dit lors de son dernier discours qu'il y aura les élections, donc il a un plan pour les gagner. Soit parce qu'il va changer de constitution et pouvoir se présenter, ça peut se faire, un référendum. Pourquoi pas? Il peut penser le faire. Les référendums. Moi, je ne le soutiens pas, mais je dis qu'il peut le faire. Ok? Bien que je suis de ceux qui croient que cette constitution a été mal écrite, elle a beaucoup d'erreurs, mais est-ce que c'est le moment opportun pour faire un référendum? Non, je ne pense pas. Et puis on ne fait pas de référendum juste pour bénéficier l'individu qui est au pouvoir. Si on fait le référendum, c'est pour que ça bénéficie aux futures générations, aux prochains présidents. Ça ne peut pas être pour le président qui est en train de diriger. Ça, c'est un schéma qui pourrait être écarté parce qu'ils ont tenté d'organiser les référendums et nous connaissons... Non, dans la politique congolaise, on n'écarte pas tout. Dans la politique congolaise, il y a tellement de surprises qu'il ne faut pas tout écarter. Mais ce que je sais, c'est que le peuple va se lever contre cela parce que sur ce sujet-là, quand même, le peuple a été très bien informé sur le pourquoi de ne pas avoir de référendum en ce moment-ci. Ça peut avoir lieu peut-être dans le futur, mais pas en ce moment-ci. Et l'autre schéma, c'est OK, on ne change pas de constitution. Moi, président Kabila, je ne me présente pas, je mets mon candidat et je m'assure qu'il va gagner. Mais c'est clair déjà, l'accord, la constitution, la loi électorale le dit, l'accord de la Saint-Sylvestre aussi est clair. Les chefs de l'État actuels, les chefs de l'État sortants ne se représentera pas aux élections. Bon, l'accord dit aussi... L'accord dit aussi qu'il faut nommer un Premier ministre qui vient des rassemblements.
selon la compréhension, le rassemblement dont on parlait, ce n'était pas le rassemblement à créer après. C'était un rassemblement qui était là en ce moment-là. Et ce rassemblement-là a présenté un candidat qui n'est pas celui qui est l'actuel Premier ministre. Bon, parce qu'après, il y a eu un schisme, ils se sont séparés. Il y a eu rassemblement de Olenganko et tout. Vous connaissez tout ce qui est en train de se passer actuellement sur le plan national. C'est vraiment triste, vraiment déplorable que les gens se déchirent pour des postes. C'est vraiment triste. Est-ce que le Congo actuel est à l'image de ces leaders politiques? Non, il y a un autre Congo que les gens ne voient pas. Il y a un Congo des gens de valeur, ils existent. Il faut vraiment pas qu'on tombe dans ce trou-là de penser que, dans cette erreur-là, de penser que au Congo, il n'y a que ça. Non, il y a d'autres Congolais qui sont différents. Mais la réalité est que dans un environnement de paupérisation, dans un environnement de pauvreté, et dans un environnement où vous avez très peu de gens qui ont commencé la politique par conviction, dans un environnement où vous avez plus des demandeurs d'emploi qui se sont transformés en politiciens. Donc c'est possible et c'est normal qu'on arrive à voir les résultats qu'on a. Je parle de l'opposition. On peut peut-être faire une autre émission pour faire une autopsie en profondeur de la classe politique, mais la classe politique actuelle, elle laisse à désirer. Et ça fait partie d'un cycle normal, en fait, hein, des sociétés où c'est l'argent qui règne, et non seulement l'argent, où il n'y a pas vraiment de conviction, mais surtout aussi où on a eu cette espèce de gérontocratie, cette espèce de système où les gens âgés sont là jusqu'à ce qu'ils meurent et ils dirigent jusqu'à ce qu'ils meurent. Bon, tout en sachant que le président Kabila, il est jeune, mais quand même au niveau de l'opposition, pendant longtemps, la grande figure, c'était M. Etienne Tshisekedi, paix à son âme. Mais quand même, on dit there is no success without a successor. Il n'y a pas de succès sans successeur. Succès sans successeur, c'est de l'échec. Donc, quand on est une grande figure comme il était, on a le devoir de préparer sa succession. Maintenant, est-ce qu'il a mal préparé sa succession? Moi, je n'étais pas là dans les coulisses, je n'ai jamais été membre de leur parti, je ne suis pas membre de l'UDPS, je ne suis pas membre du Rassemblement. Mais seulement, j'observe que la succession n'a pas été bien faite. Il n'y a pas vraiment eu de passation de bâton, un peu comme dans les courses de relais. Entre Etienne Tshisekedi et ça, ce n'est pas seulement un problème sur le plan politique. Au Congo, ça se passe dans presque tous les domaines. Les gens, ils règnent comme des vieux chefs tribaux, surtout en Afrique centrale, hein, vraiment. Ça n'est pas seulement pour la RDC, jusqu'à ce qu'ils meurent, quoi. Et très souvent, même avant de mourir, ils ne passent pas le bâton. Et les gens qui veulent continuer après ta mort, ils sont obligés d'aller, c'est une image, d'aller dans ta tombe, de creuser pour prendre le bâton et continuer. Et c'est ça le problème. C'est ça le problème. Et donc, il y a comme un passage de bâton qui, selon moi, ne s'est pas fait, qui ne se fait pas très souvent dans notre société, et qui fait que les gens restent là dans le vide, et surtout pour des leaders qui n'écrivent pas, et qui ne laissent pas de roadmap, ils ne laissent pas d'agenda, de schéma. On fait quoi dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? On va où? Bon, on nous laisse des slogans. Tout va changer, tout doit changer. Prenez-vous en charge. Que j'aime bien, prenez-vous en charge. Mais au-delà de ça, il y a quoi? Il y a quoi? Au-delà de ça, il y a quoi? Donc, nous sommes dans une situation où il y a des gens bien qui peuvent faire aujourd'hui partie de la nouvelle classe montante, de la nouvelle classe politique. Et certains peuvent être déjà en activité, d'autres pas. Mais la plupart de ceux qu'on voit, ils laissent à désirer. Et ils ont montré leurs limites. Maintenant, il faut que les gens qui veulent entrer dans le jeu pour emmener quelque chose de nouveau s'organisent, se préparent, et surtout que ce soit des gens sérieux. Le sérieux en politique, c'est plus que l'argent. Le Congo devrait servir d'un exemple en Afrique centrale. 80 millions d'habitants, 4 fois plus que la Belgique. De 90, le 24 avril 90 au mois de mai 2017, ça fait 27 ans du changement démocratique. Il n'y a pas eu de changement. Le pays est en train de tourner au rond. Quel bilan? Je sais que c'est vaste de faire le bilan politique. Quel bilan faites-vous du Congo actuel, 27 ans après les fameux discours de Mobutu? Bon, moi, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. Mais j'aimerais dire que le grand problème qu'on a, c'est un problème d'appropriation du processus politique. Les Congolais doivent s'approprier le processus politique. Or, actuellement, le processus politique
il nous est quelque part, je ne dirais pas téléguidé, mais on est sous influence de l'Occident. Vraiment, il faut qu'on se le dise, il faut qu'on dise les choses clairement. Nos amis occidentaux, ils sont bien. Et moi, j'encourage la diplomatie. Vous savez ce que je fais, j'ai organisé des conférences à Washington, j'en fais ici à Londres, je parle aux gens, et je n'ai rien contre parler aux Occidentaux, ce sont des partenaires qu'on aura, voilà. Mais le grand problème, c'est qu'eux ne doivent pas créer un schéma pour nous qu'ils viennent nous imposer. Ça ne va pas marcher. Je rencontre des gens qui viennent, qui frappent à la porte dans des milieux qu'on fréquente de tous et qui disent mais vous pouvez chasser le président Kabila du pouvoir. Voyez, ou bien bon, donnez-nous un schéma pour qu'il puisse partir. Aussi longtemps qu'on est encore dans ces genres de réflexions, on est vraiment en retard. Or, le 24 avril 1990, qu'on le veuille ou pas, c'était aussi une imposition de l'Occident parce qu'il venait d'avoir la chute du mur de Berlin. Et donc, de la même façon qu'il y a eu, je ne le dis pas pour le cas du Congo, parce que le Congo, l'indépendance du Congo, c'était une lutte. Mais il y a des pays où les gens ne se sont pas vraiment battus comme au Congo, où les gens ne sont pas morts pour avoir l'indépendance, où le général de Gaulle a tout simplement pris son avion et il est allé de pays en pays et il leur a annoncé l'indépendance. Vous êtes maintenant indépendant, vous êtes maintenant indépendant, vous êtes maintenant indépendant. Ça s'est répété exactement dans les années 90, où on leur disait maintenant il faut la démocratie, et même nous-mêmes la population ne savait pas c'était quoi la démocratie, les acteurs politiques eux-mêmes ne savaient pas c'était quoi la démocratie. Mobutu est venu, il a imposé, il a dit oh, maintenant on démocratise, ça voulait dire qu'on ait le multipartisme, c'est ce que les gens ont compris, qu'on porte la cravate comme je suis en train de faire, mais après au-delà de ça, c'était quoi? C'était quoi? Donc, aussi longtemps qu'on essaiera dans des schémas imposés, dans des libérations imposées. On a eu l'AFDEL, on connaît nous tous l'histoire, qui a emmené l'AFDEL, qui était derrière Feu Musée Kabila, vraiment que je respecte, mais qui était derrière lui. On sait à peu près ce qui s'est passé. On nous a encore imposé la délivrance. Aussi longtemps qu'on va avoir des schémas imposés. Je ne demande pas qu'on vive dans un monde fermé, mais il faut qu'on puisse s'approprier nous-mêmes notre histoire, s'approprier nous-mêmes ce que nous devons faire en ayant des amis et des partenaires. Aussi longtemps que nos politiciens vont continuer à mettre dans la tête de la population que c'est l'Occident qui va emmener la démocratie, c'est l'Occident qui va demander au président Kabila de partir et qui va le chasser du pouvoir, c'est l'Occident, Aussi longtemps qu'on va être comme ça, je pense que même dans 27 ans encore, on va avoir la même conversation. Rien ne va changer. Voilà. Pensez-vous qu'il faut avoir au Congo une culture démocratique adaptée au concept congolais? C'est vrai qu'il faut adapter certaines choses. C'est vrai qu'il faut adapter certaines choses. Je ne veux pas choquer les gens, mais... 80 millions d'habitants, 80 fois plus grand que la Belgique, 4 fois plus grand que la France, ça fait trop. Non, ça ne fait pas trop. Ça me rappelle l'histoire du président Kasavubu qui aurait dit, c'est dans le conditionnel, à Lumumba, mais le Congo, il est grand. Et il a répondu en disant, le Congo est grand, il demande de nous de la grandeur. Voilà. Donc, si vous me dites que c'est 80 millions d'habitants, 80 fois plus grand que la Belgique, alors, c'est pas plus grand que la Russie. Voilà, la Russie est quand même gérée. C'est pas plus grand que la Russie. C'est pas plus grand que le Canada. Voilà, le Canada est quand même géré. Voilà, que le Brésil. Qu'on arrête de nous montrer la superficie, la masse du Congo comme étant un argument pour pouvoir justifier le non-fonctionnement. Non. Le problème du Congo, et ici, je vais copier un peu cet écrivain Achebe, un Nigérien, qui avait écrit un livre, The Problem with Nigeria, le problème avec le Nigeria. Je fais une étude comparative. Il a dit, le problème du Nigeria, ce n'est pas les eaux du Nigeria, ce n'est pas la masse du Nigeria, ce n'est pas les hommes, les femmes, les êtres humains nigériens. C'est pas qu'il y a quelque chose de mauvais avec le poisson nigérien. Non, il n'y a rien de mal avec ça. Le problème du Nigeria, c'est la qualité de leadership. C'est cela le problème du Congo. Il n'y a pas de problème avec la masse du Congo. Il n'y a pas de problème avec les ethnies du Congo. Que les ethnies du Congo ne peuvent pas vivre ensemble. Il n'y a pas un problème avec nos frères, nos compatriotes en tant qu'êtres humains. Il n'y a pas un problème avec les eaux du Congo. Le problème du Congo, c'est la qualité du leadership. Nous avons un leadership qui n'a pas de vision. Un leadership qui n'a pas une vision éclairée. Nous avons des gens qui nous ont maintenus dans une forme de... comme je peux copier mon ami philosophe congolais qui disait dans la civilisation des pannes sèches. Vous voyez, il prenait cette image de ce chauffeur de taxi à Kinshasa qui est en train de conduire et qui a des clients et tout à coup il a une panne sèche, ça veut dire qu'il n'a plus de carburant. Alors il s'arrête, il prend un petit bidon et il court vite vers une station, il s'achète le carburant pour
un ravitaillement de 5 litres qu'il met dans son véhicule et puis il continue après, il dépose ses clients. Après, il va encore avoir une autre panne sèche, il va faire encore la même chose. On est dans un concept d'immédiateté. Now, maintenant. Vous emmenez un projet, vous allez voir monsieur le ministre. Bonjour monsieur le ministre, j'aimerais qu'on puisse investir, je veux investir dans votre pays. Monsieur le ministre ne voit pas demain, il voit maintenant. Il te demande qu'est-ce que tu me donnes à moi maintenant. Je sais que le pays va bénéficier dans ta compagnie, tu vas créer des emplois pour les Congolais, tant mieux, mais moi je gagne quoi dans ça? Aussi longtemps qu'on est dans ces genres de culture, aussi longtemps qu'on cherche que des solutions pour calmer la population et non pas résoudre les problèmes, aussi longtemps que nous on pense que c'est bien de déplacer les problèmes mais pas de les résoudre, c'est bien de distraire les gens avec des slogans. Parce que qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est une répétition. On avait un président, il s'appelait Mobutu, il était dictateur. Lui, nous emmenait tout le temps des slogans. À un moment donné, il a dit le septennat du social. Quand les gens criaient à la pauvreté, parce que maintenant, bon, le prix du cuivre avait baissé, le prix du pétrole. Bon, il ne fallait pas le pétrole, mais bon, c'était à la même période. Et à partir de là, on a commencé à avoir des problèmes avec la mégestion, la gabegie financière et tout. Il disait quoi? Le septennat du social. Après, il est venu avec d'autres slogans. Tout va changer, tout doit changer. Vous voyez? Et ces gens nous ont emmenés encore dans le même esprit. Ils ont dit, bon, c'est les 5 chantiers. Au lieu même de dire les 5 chantiers du gouvernement ou du pays, ils disent les 5 chantiers du chef de l'État. Voilà. Après, quand bon, ça n'a pas marché, que les gens étaient désenchantés, parce que la qualité des routes, c'était vraiment pas ça, ils disent, maintenant, on va faire la révolution de la modernité. On va prendre quelque chose comme la modernité, un concept, qu'on va révolutionner, on va réinventer la modernité. Et il faut voir les routes, il faut voir la condition des gens pour comprendre qu'il n'y a vraiment pas eu de révolution. Mais par contre, ce qu'il y a eu, avec les changements depuis que Mobutu est parti, il y a eu un remplacement des privilégiés. Ceux qui mangeaient hier ne mangent pas aujourd'hui, enfin, pas une grande partie, et puis il y a de nouveaux qui sont venus, qui sont en train de manger. On a privatisé la richesse, on a nationalisé la pauvreté, et puis on ferme tous les débouchés. Voilà, avant on se plaignait, on disait, c'est la famille Mobutu qui dirige tout, c'est la famille Mobutu qui s'enrichit, tu veux faire un business partout, tu dois traiter avec la famille Mobutu. Aujourd'hui, c'est la famille du président Kabila qui est citée dans tous les business. Vous allez dans l'agroalimentaire, vous les trouvez, vous voulez faire un peu dans le circuit aérien, vous trouvez qu'ils ont toujours des liens. Vous allez dans l'impression des valeurs imprimées, vous les trouvez. Donc, bon, moi, je parle de ce que je lis dans les journaux, des rapports que je vois. Et lorsqu'on fait une comparaison, on se rend compte que, bon, ça n'a vraiment pas changé. Donc, qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra tout simplement l'émergence des gens bien. L'émergence des gens bien. Et les gens bien, c'est pas forcément des gens avec des gros diplômes. Les gens bien, c'est des gens qui ont une valeur qu'on manque de plus en plus. La conscience. La conscience. Aussi longtemps qu'on n'a pas des leaders sérieux, des gens de conscience. Le monsieur qui sait au moins c'est quoi la valeur d'un gentleman agreement. Quand je dis oui, c'est oui. Quand je dis, ok, je signe, je mets ma signature, je mets mon nom. Et quand je dis que je veux nommer le premier ministre du Rassemblement, je le ferai. Aussi longtemps qu'on n'a pas des gens qui peuvent respecter leurs paroles, je ne vois pas ce qu'on peut devenir demain. Quelle perspective pour le Congo? La perspective pour le Congo, c'est la question que tout le monde se pose de plus en plus devant ce qui est en train de se passer, surtout devant l'état minable, misérable et vraiment qui fait pitié de la plupart des acteurs politiques. Je partirais même de parler un peu plus de l'opposition parce que c'est eux qui sont un peu à la une ces jours-ci avec la formation du gouvernement et tout. Mais quand on doit répondre à cette question qui est vraiment une question ouverte, on doit tenir compte de certaines variantes. Je veux prendre une variante qui est en même temps une constance. Les historiens, ils appellent ça la constance historique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on analyse l'histoire des nations, ou des peuples, ou des groupes, il y a la tendance de voir certains événements se répéter. Et quand on étudie les événements sociologiques, plutôt les points sociologiques liés à cet événement, on peut comprendre à peu près quand ils arrivent, comment ils arrivent, et on peut les éviter aussi. C'est ça le rôle même de l'histoire. Chez nous, il y a une constance historique qui dit, en politique, dans la politique du Congo, les exclus reviennent toujours en force. La perspective du Congo, elle est sombre, parce que les exclus peuvent revenir en force. Lorsque Lumumba gagne les élections, qu'il forme son gouvernement, et
il n'a pas inclus les gens de Konakat, les gens de Tchombe, qui étaient du Katanga. Parce qu'il n'était pas en alliance avec eux dans la majorité. Lui, son alliance a été aussi un peu soutenue par l'alliance Anamongo. Il était là. Donc, les Anamongo, ils font plus de la moitié de la population. Quelque chose comme 60% de la population par des alliances. Vous le trouvez au Kasaï, dans l'Équateur, dans le Haut-Zaïre, qu'on appelle maintenant la province orientale. Vous le trouvez vraiment partout. Donc, et avec un jeu d'alliance, il a eu la majorité. Et puis, les autres n'étaient pas dans l'alliance avec lui. Bon, lui, quand il a formé son gouvernement, il ne les a pas inclus. On connaît la suite, l'histoire, et je suis vraiment contre ça, le fait qu'on l'a tué, il est mort, et un jour, Tchombe est devenu Premier ministre. Quand Mobutu prend le pouvoir, il commence la chasse aux Lumumbistes, à part ceux qui ont pu faire une alliance avec lui. On revoit que dans les années 97, quand l'AFDEL est en train de venir, l'AFDEL avait dans son système, la majorité était des gens qui se réclamaient de la logique lumumbiste. Donc, qui étaient les lumumbistes. On fait des élections, 2006, on écarte Tshisekedi ou bien il s'auto-exclut. Bon, mais anyway, le président Etienne Tshisekedi, feu président Etienne Tshisekedi, n'était pas là. On sait ce qui s'est passé après. Il est revenu en force en 2011. Moi, je suis de ceux qui croient qu'il avait gagné les élections. C'est ma position, ça n'engage que moi. J'ai des éléments pour les détailler. Pourquoi? Parce que les exclus chez nous, ils reviennent toujours en force. Le président Kabila n'est pas en train d'aider le pays quand il est en train de montrer qu'il peut gérer ce pays-là par défi. Il faut qu'il puisse associer tout le monde et que les Congolais, eux-mêmes, sans influence étrangère, puissent décider de qui va diriger le pays par des élections ouvertes à tout le monde. Si on ne le fait pas, si on continue à exclure les gens là qu'on est en train d'exclure, la constance historique du Congo m'enseigne qu'ils vont s'organiser, ils vont revenir en force. C'est ça le problème. Tout ce qu'on exclut, que ce soit les groupes armés au niveau de l'Est qu'on exclut, ils vont s'organiser, ils vont revenir en force. Il faut avoir une politique d'inclusion. Est-ce qu'il va y avoir un troisième dialogue? Personnellement, le Congolais que je suis, nous sommes fatigués de dialogue en dialogue en dialogue en dialogue. Moi, je préfère qu'on aille aux élections. S'il faut peut-être avoir encore un petit arrangement qui va calmer tout le monde, calmer les esprits, pour qu'on aille aux élections, crédibles, pas du genre, ce que le président Mabungo conseillait en disant on n'organise pas les élections pour les perdre, on aura la paix. Maintenant, si on ne suit pas ce schéma-là, j'ai vraiment bien peur. J'ai vraiment bien peur que demain, on puisse ouvrir nos télévisions et voir que le sang continue encore à couler. Maintenant, c'est peut-être une rivière de sang, comme au Kasaï. Vraiment, ça fait très mal de voir ce qui se passe. Ça fait très mal. Mais demain, peut-être, ce sera un océan de sang. Parce que les Congolais, ce n'est pas des peuples idiots. Il n'y a pas un peuple idiot. Le Congolais est seulement un peuple patient. Mais il n'y a pas de patience éternelle. Chaque chose a son temps sous le soleil. Donc, un jour, il risque de se révolter. La perspective du Congo, c'est l'émergence d'une classe moyenne. Au Congo, vous avez les riches, et les pauvres, les miséreux, les misérables. Ces gens-là sont ceux qui constituent la société congolaise. Il n'y a pas les gens du milieu. Il n'y a pas la classe moyenne. Et aussi longtemps que le nombre de bénéficiaires, qu'on appelle la marge de bénéficiaires, ça veut dire la masse qui constitue la classe moyenne, ne va pas augmenter, en tout cas, on est en péril. Parce que le monsieur qui ne mange pas, est-ce qu'il va toujours continuer à attendre, à se calmer par tout ce que vous lui annoncez, ces petits morceaux de pain que vous lui jetez sur la table, jusqu'à quand? Jusqu'à quand on va continuer à dire au jeune homme qui se réveille le matin, qui ne sait pas s'il pourra manger, calme-toi? Jusqu'à quand est-ce qu'il va aller à l'église et puis le pasteur qui lui dit tout bonnement, calme-toi, Dieu va trouver une solution pour toi. Il va se calmer jusqu'à quand? Il va arriver un jour où la bombe sociale va exploser. Déjà, vous voyez les indicateurs avec aussi ce qui se passe sur le plan économique, le dollar qui est vraiment l'inflation et tout. Donc, à un moment donné, il va y avoir une explosion. La seule solution, c'est de remettre au peuple le mandat de décider. Que le peuple puisse décider, et le peuple va le décider par des élections, dans un jeu qui est crédible, par des élections qui sont déjà... Mais malheureusement, nos opposants, ils ne s'intéressent pas à ça. J'ai constaté que pendant que la CENI
étaient en train de faire plutôt pas le recrutement, le recensement, l'enrôlement, pas le recensement, l'enrôlement. Eux, ils étaient en train de se battre pour le poste de Premier ministre. Et ça pose des questions. Ils se sont pris pour les élections. Est-ce qu'ils sont prêts pour les élections? Je pense qu'il y en a qui ne veulent même pas d'élections. Parce que l'élection, ce n'est pas seulement présidentielle, même législative. Il y a des gens que la population ne va plus revoter comme députés. Donc ça les arrange. Donc c'est comme disait quelqu'un, c'est un glissement national. Et nous sommes dans un jeu où tout le monde est en train de glisser. Donc l'avenir est vraiment sombre. Il va y avoir des tensions parce que le peuple, qui est le vrai garant du pouvoir, ne va pas accepter de continuer de se laisser berner. Et je vous avais répondu la fois dernière en disant que le leadership de demain, il sortira de la masse. C'est la masse elle-même. Et ça va se passer. L'histoire des nations montre que ces genres de choses arrivent. Et ça va arriver. Merci Patrick d'avoir répondu à l'invitation d'Ici London. Merci beaucoup. Merci Junior. Merci d'avoir suivi cette émission. Quant à nous, ici London, nous allons encore nous retrouver à notre prochaine édition. Merci, au revoir.